situation aurait été moins grave si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier. Mais contraint que j'étais de projeter dans un espace imaginaire ces combats contre moi-même, ou, si vous préférez, avec moi-même, il fallait que je me représente mentalement les 64 cases. Je devais donc anticiper 4 ou 5 coups comme joueur blanc, mais aussi comme joueur noir. Le pire, c'était qu'à force de concevoir ces parties dans l'abstrait, je sentais le sol se dérober sous mes pieds et que je glissais dans l'abîme. Dès l'instant où je tentais de jouer contre moi-même, je me mettais inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi, et chacun d'eux devenait avide et impatient de gagner, de remporter la victoire. Tout cela paraît dépourvu de sens, et pour un homme normal, vivant dans des conditions normales, une telle schizophrénie consciemment provoquée serait en effet inconcevable. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à la normalité, que j'étais un prisonnier, un captif innocent qui subissait depuis des mois la torture raffinée de la solitude. Un homme en qui la colère progressivement accumulée avait besoin de se décharger. Et comme je n'avais pour tout exutoire que ce jeu insensé contre moi-même, ma colère, mon désir de vengeance s'y engouffrèrent furieusement. Je ne pourrais jamais évaluer, même approximativement, le nombre de parties que j'ai ainsi jouées contre moi-même au cours des derniers mois passés dans ma cellule, sous l'emprise de cette insatiabilité démentielle, peut-être 1000, peut-être davantage. J'étais possédé et ne pouvais m'en défendre. Je ne pensais plus qu'en termes d'échec, de mouvement d'échec, de problème d'échec. Mon agitation atteignait un degré tel en jouant, et je ne faisais rien d'autre du matin au soir, que j'étais incapable de rester assis 1 minute. J'arpentais ma chambre sans discontinuer, de plus en plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus échauffé au fur et à mesure que la partie progressait. Aujourd'hui, bien entendu, je vois clairement que mon état d'alors était une forme pathologique de surexcitation mentale, pour laquelle je ne trouve pas d'autre nom que celui que la médecine ignore encore, une intoxication par jeu d'échecs. Cette monomanie qui me possédait attaqua non seulement mon cerveau, mais aussi mon corps. Je m'aigrissais, je dormais dans un sommeil agité, constamment perturbé. Au réveil, je devais faire de terribles efforts pour soulever mes paupières de plomb. Parfois, je me sentais tellement faible que quand je saisissais un verre, je ne parvenais à le porter à mes lèvres qu'à grand-peine, tant mes mains tremblaient. Mais aussitôt la partie engagée, une force sauvage me galvanisait. Je serais dans l'incapacité de vous expliquer comment l'état épouvantable et indescriptible dans lequel je me trouvais aviré à la crise. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, je me suis réveillé d'une manière inhabituelle. Mon corps était comme détaché de moi-même, et j'étais bercé par un sentiment de bien-être et de confort. Je restais étendu ainsi pendant plusieurs minutes, jouissant de cette lourde torpeur, de la chaleur de mon lit et de la mollesse qui alanguissait mes sens. Lentement et prudemment, j'ouvris les paupières. Oh, miracle! Je me trouvais dans une autre chambre. Une chambre plus large, plus spacieuse que ma cellule d'hôtel. La lumière pénétrait librement par une fenêtre sans barreaux. Les parois de la chambre étaient blanches et brillantes, et au-dessus de moi, le haut plafond était blanc lui aussi. Je me trouvais dans un hôpital. L'après-midi, je reçus la visite du médecin, un aimable vieux monsieur. Je m'enquis de savoir ce qui m'était arrivé. Rien de grave, une crise de nerfs aiguë, très compréhensible d'ailleurs, depuis le 13 mars, n'est-ce pas? J'acquiesçais. Pas étonnant avec de telles méthodes, mais ne vous faites pas de soucis. 2 jours plus tard, le brave docteur m'expliqua en toute franchise ce qui s'était passé.
Le gardien m'avait entendu hurler dans ma cellule et avait d'abord cru que quelqu'un s'y était introduit et que nous nous querellions. À peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui, en le couvrant de violentes invectives, du style « Vas-y donc, joue, gredin, poltron !» J'avais ensuite tenté de le saisir à la gorge, et je m'étais si violemment jeté sur lui qu'il avait dû appeler au secours. J'avais réussi à me dégager, et dans ma folie furieuse, je m'étais précipité vers la fenêtre du couloir, brisant la vitre et me blessant à la main. Vous pouvez encore voir la cicatrice ici. J'avais passé les premières années à l'hôpital dans une sorte de fièvre cérébrale. Mais d'après lui, j'avais maintenant retrouvé l'usage complet de mes sens. Pourtant, ajouta-t-il, je n'en dirai rien à ces messieurs sans quoi ils risqueraient de vous renvoyer là-bas. Fiez-vous à moi, je ferai de mon mieux. Je n'ai pas eu connaissance du rapport que mon secourable docteur fit ensuite à mes tortionnaires. Quoi qu'il en soit, il arriva à ses fins. Je fus libéré. Notre cerveau possède des mécanismes secrètement régulateurs qui évacuent spontanément tout ce qui peut menacer ou encombrer notre univers mental. Car dès que je voulais me remémorer la période passée dans ma cellule, on aurait dit que le noir se faisait dans ma tête. Ce n'est que des semaines et des semaines plus tard, en réalité ici, sur ce bateau, que j'ai retrouvé le courage de penser à ce qui m'était arrivé. Vous comprendrez maintenant pourquoi je me suis comporté de manière aussi incongrue et sans doute incompréhensible envers vos amis quand je les ai vus assis autour d'un échiquier. Aussitôt, l'étonnement et l'effroi m'ont cloué sur place malgré moi, car j'avais complètement oublié que l'on peut jouer aux échecs sur un véritable échiquier, avec de véritables pièces, et aussi que deux personnes bien distinctes s'y font face en chair et en os. Et c'est alors qu'oublieux des convenances, je suis venu maladroitement m'immiscer dans votre jeu. Or, il se fait que l'erreur qu'allait commettre votre ami m'a atteint, comme un coup au cœur. C'est d'un geste purement instinctif que j'ai voulu le retenir. Je suis intervenu impulsivement, sans réfléchir, comme quand on retient un enfant qui se penche par-dessus une balustrade. C'est plus tard seulement que je me suis rendu compte de la grossière inconvenance de mon intrusion. Je m'empressais de rassurer le docteur Bay qu'après tout ce qu'il m'avait confié, j'étais pour ma part doublement impatient d'assister le lendemain à ce tournoi improvisé. Le docteur Bay eut alors un mouvement inquiet. Non, n'en attendez surtout pas trop. Pour moi, il s'agira de me mettre à l'épreuve. Rien de plus. Pour savoir si je suis capable de jouer une partie d'échecs normale sur un véritable échiquier, avec de vraies pièces et contre un adversaire bien vivant. Le seul détail qui m'intéresse et m'intrigue, a posteriori, est de savoir une bonne fois pour toutes si dans ma cellule je jouais aux échecs ou si j'étais déjà fou. Encore une chose, auriez-vous l'amabilité de prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie, car je ne voudrais pas être impoli une seconde fois. Elle marquera le point final d'un vieux compte à régler avec moi-même. Oui, ce sera un règlement de compte définitif, pas un nouveau départ. Je ne voudrais pas retomber dans cette passion fébrile, dans cette fièvre du jeu à laquelle je ne peux repenser qu'avec horreur. Et d'ailleurs, le médecin m'avait déjà averti à l'époque, expressément mis en garde. Tout homme qui a sombré dans une manie reste exposé à la rechute. Et dans le cas d'une intoxication, comme la mienne, même si on s'estime guéri, il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier. Donc vous comprenez, je ne jouerai que cette seule et unique partie pour mettre à l'épreuve. Et ce sera tout. Le lendemain, à 3h pile, nous étions tous réunis, comme convenu, au fumoir. Tchentovich ne se fit pas attendre et une partie mémorable s'engagea entre notre homo obscurissimus et l'illustre champion du monde.
Šentovič, routinier de l'exercice, restait immobile comme une souche et sans quitter l'échiquier des yeux. Au contraire, le docteur B restait parfaitement libre et dégagé dans ses mouvements, en vrai dilettante, au sens le plus noble du terme, celui qui, dans le jeu, ne recherche que le plaisir du jeu. Il était tout à fait détendu, profitant des premières pauses pour nous donner quelques explications, s'allumant une cigarette avec des involtures et ne regardant l'échiquier qu'une minute avant son tour. Ce n'est qu'au 7e ou 8e coup qu'une sorte de stratégie sembla se décider. Chaque fois que le champion, au bout d'un temps infini de réflexion, se décidait enfin à pousser une pièce de sa main lourde, notre ami arborait le sourire de celui qui a prévu la manœuvre depuis longtemps et sa riposte était instantanée. Au 42e coup joué, après 2 bonnes heures, 3 quarts, nous nous retrouvions tous fatigués autour de la table de ce tournoi qui, pour nous, avait perdu progressivement de son intérêt. C'était au tour de Šentovič. Et il se produisit alors quelque chose de totalement inattendu. Dès que le docteur B eut remarqué que le champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer, il se ramassa sur lui-même comme un chat qui va bondir. Tout son corps se mit à trembler, et à peine Šentovič eut-il joué qu'il poussa énergiquement sa dame et s'écria triomphant « Et voilà, liquidé !» Puis il se rejeta en arrière, croisa les bras sous la poitrine et lança à Šentovič un regard de défi. Šentovič restait impassible, comme s'il n'avait pas entendu l'insultant liquidé. 3 minutes, 7 minutes, 8 minutes s'écoulèrent. Šentovič ne bougeait toujours pas, mais j'eus l'impression que ses narines épaisses se dilataient encore plus dans l'effort qu'il s'imposait. Ce long silence d'attente semblait insupportable à notre ami autant qu'à nous. Il se leva brusquement et se mit à marcher de long en large dans le fumoir, lentement d'abord, puis en pressant l'allure. Il arpentait toujours le même espace, comme si, arrivé au milieu de la pièce, il se heurtait chaque fois dans le vide à une invisible barrière qui le forçait à faire demi-tour. Épouvanté, je compris que cette déambulation se déroulait inconsciemment dans les limites de son ancienne cellule. 9 minutes, 10 minutes s'écoulèrent encore. Alors se produisit ce à quoi personne ne s'était attendu. Šentovič leva lentement sa grosse main, qui était restée immobile sur la table. Du revers du poignet, il repoussa lentement, mais avec fermeté, toutes les pièces de l'échiquier. Il avait abandonné la partie. L'improbable s'était donc produit. Le grand maître, le champion de tant de tournois, venait de baisser pavillon devant un inconnu, un homme qui n'avait plus touché à un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Šentovič, après une pause calculée, leva la tête et regarda notre ami d'un regard de pierre. « Une autre partie ?» demanda-t-il. « Mais bien sûr !» répondit le docteur B avant que j'aie pu lui rappeler sa résolution de s'en tenir à une seule partie. Avec une hâte fébrile, il remit les pièces sur l'échiquier et ses doigts tremblants les rassemblaient avec un tel empressement qu'il fit tomber un pion à 2 reprises. Cet homme, jusque-là posé et calme, était visiblement sous l'emprise d'une exaltation extrême. Les tressaillements se multipliaient à la commissure de ses lèvres et tout son corps était secoué comme s'il était pris d'une fièvre subite. « Ne le faites pas, pas maintenant, c'est assez pour aujourd'hui, c'est beaucoup trop éprouvant pour vous. » Éprouvant, j'aurais pu jouer 17 parties pendant tout le temps qu'il l'embinait. Ce qui est éprouvant pour moi, c'est de ne pas m'endormir à ce rythme-là. Allez-y, c'est à vous de commencer. D'un seul coup, quelque chose de nouveau s'était installé entre les deux adversaires. Une dangereuse tension, une haine virulente. Šentovič hésita longuement avant de jouer le premier coup. De toute évidence, il avait déjà compris que sa lenteur fatiguait et irritait l'adversaire. Il s'octroya donc 4 longues minutes avant de jouer la plus simple de toutes les ouvertures, en poussant sur les 2 cases habituelles le pion qui couvre le roi.
Aussitôt, notre ami riposta avec le même pion, sur quoi Cheltovitch fit de nouveau une pause interminable et à peine supportable. Lorsqu'au quatrième coup, Cheltovitch se replongea dans d'interminables réflexions, notre ami perdit contenance et lui cracha soudain au visage « Mais vous allez vous mettre à jouer, oui ou non ?» Cheltovitch le regarda froidement. « Si je ne m'abuse, nous avons fixé à 10 minutes l'intervalle entre les coups. Par principe, je ne joue jamais en moins de temps. » Au 8e coup, se produisit un deuxième incident. Le docteur B, qui à force d'attendre avait progressivement perdu le contrôle de soi, ne put se contenir davantage et se mit involontairement à tambouriner du doigt sur la table. Cheltovitch leva sa grosse tête de paysan. « Puis-je vous prier de ne pas tambouriner ainsi? Cela me dérange. Je suis incapable de jouer dans ces conditions. » Le docteur B eut un rire bref. « Ah, en effet, ça se voit !» Le front de Cheltovitch s'empourpra. « Que voulez-vous dire par là ?»« Rien, sinon que vous êtes visiblement très nerveux. » Cheltovitch ne répondit pas et attendit 7 minutes pour jouer le coup suivant. Le comportement de notre ami devenait de plus en plus étrange. J'étais de plus en plus convaincu qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater à tout moment avec violence. Et en effet, au 19e coup, il explosa. À peine Cheltovitch avait-il lancé sa pièce que le docteur B, sans même regarder l'échiquier, avança son fou de 3 cases et hurla à nous faire sursauter « Échec! Échec au roi !» Mais 1 minute plus tard, se produisit ce qu'aucun de nous attendait. Cheltovitch leva lentement, très lentement la tête, et nous regarda l'un après l'autre. Il paraissait éprouver un plaisir sans borne, car sur ses lèvres se dessina peu à peu un sourire de satisfaction et de mépris. Il se tourna vers nous et nous déclara d'un ton faussement « Je regrette, mais je ne vois pas d'échec au roi. Un de ces messieurs voit-il comment mon roi pourrait être en échec ?» Nous regardâmes l'échiquier avant de tourner nos regards anxieux vers le docteur B. Le docteur B eut l'attention attirée par notre silence. Il examina l'échiquier et se mit à bégayer violemment. Mais le roi devait être en F7, il n'est pas à sa place, pas du tout à sa place. Vous vous êtes trompé, tout est de travers sur cet échiquier. Le pion devait être en G5 et non en G4, c'est une autre partie. Il s'arrêta brusquement. Je l'avais empoigné par le bras. Il se retourna et me regarda avec des yeux de somnambule. Qu'est-ce que vous voulez? Je me contentais de lui répondre « Remember ». Il se mit alors à trembler, et un frisson lui parcourut tout le corps. « Pour l'amour de Dieu, ai-je fait ou dit quelque chose d'insensé? Suis-je de nouveau ?» « Non. Mais vous devez interrompre la partie sur le champ. Il est grand temps. Rappelez-vous les conseils du médecin. » Le docteur B se redressa aussitôt. « Je vous prie d'excuser ma stupide bévue. Vous avez évidemment remporté la partie. » Puis il se tourna vers nous. « Je prie aussi ces messieurs de m'excuser. Mais je vous avais prévenu dès le début. Vous ne deviez vous faire aucune illusion. Pardonnez-moi cet incident ridicule. C'est la dernière fois que je m'essaie aux échecs. » Il s'inclina et s'en alla, avec la même modestie et le même mystère que la première fois qu'il nous était apparu. J'étais le seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais à un échiquier. Comment ils sont dans un univers mental où ils n'ont pas besoin de l'échiquier pour jouer. C'est dans leur tête. Et il y a des cas de grands maîtres, Alekhine et quelques autres, qui sont devenus fous. Et d'autres, on a dit c'est grand. Donc c'est pour ça que je préfère être un petit joueur d'échecs. Et si je deviens fou, ce ne sera pas à cause de ça. Enfin voilà, après le texte est sublime.